Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le dialogue national entre le gouvernement et l'opposition congolaise a démarré ce jeudi à Kinshasa. Démarrage dans un contexte tendu à 4 mois de la fin du mandat du chef de l'État, Joseph Kabila. Les accidents ne cessent de se multiplier dans les mines sud-africaines. L'Afrique du Sud qui concentre les mines les plus profondes au monde. Et les préparatifs vont bon train au Maroc pour la COP22 qui s'ouvre le 7 novembre. Cette conférence des parties constitue une opportunité déterminante pour les Africains de militer en faveur de l'engagement mondial contre le réchauffement climatique. Mais tout d'abord, cette annonce au Zimbabwe à compter de ce vendredi. Aucune manifestation n'est autorisée dans la capitale Harare au cours des 2 prochaines semaines. Selon les autorités, il s'agit de prévenir des troubles à l'ordre public. Cette mesure intervient alors que le pays est secoué depuis plusieurs semaines par un important mouvement de contestation contre le président Robert Mugabe. Au Gabon, avec les événements qui secouent le pays depuis l'annonce de la réélection du président Ali Bongo Ondimba, certains Gabonais plaident pour un recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. Objectif, sortir de l'impasse. Voyez ce reportage de Douglas Ntoutoum avec les commentaires de Deogracias Podo. Après l'appel au recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote de la communauté internationale, le père Paul Mba Abessolé a emboîté le pas aux institutions internationales ce vendredi à Libreville. Le président du Rassemblement pour le Gabon, RPG, affirme que les Gabonais ne font plus confiance aux institutions. Pour cet ancien candidat au scrutin du 27 août, l'origine de la contestation des résultats annoncés par le ministre de l'Intérieur repose sur le refus de toute vérification des résultats du scrutin. Dans l'intérêt supérieur de la nation et pour que nul n'en doute plus, M. Ali Bongo Ondimba et M. Jean Ping, vous devez exiger pour vous y soumettre un nouveau décompte des voix, bureau de vote par bureau de vote, pour les provinces sujettes à des accords. La vérité qui en sortira mettra fin à la contestation. Le chef de l'État sortant Ali Bongo Ondimba a devancé le candidat Jean Ping, son principal rival de 5600 voix. Pour la majorité présidentielle, ce recomptage des voix demandé par l'opposition n'aura pas un impact sur les résultats de cette élection. Dans l'ADN des opposants, il y a toujours la triche, il y a toujours la contestation. Le Gabon est un État de droit. Le Gabon est un État souverain qui ne reçoit des injonctions d'aucune organisation internationale. Notre pays est un État souverain. De mon point de vue, l'élection est derrière nous. Et si on fait le recomptage de voix, je suis sûr qu'Ali Bongo Ondimba n'aura pas 49 ou 50%. À peu près, il aura 51 ou 52% au moins. Selon les résultats de la commission électorale, Ali Bongo Ondimba est élu président de la République avec 49,85% des suffrages. Une élection contestée par l'opposition qui crie au coup d'État électoral. Différentes sources évoquent de nombreux dégâts matériels, dont 2 télévisions privées détruites depuis le début de la contestation. Il est censé lever les incertitudes qui entourent la prochaine échéance électorale. Le dialogue national en République démocratique du Congo a commencé ce jeudi 1er septembre, mais une partie de l'opposition qui considère ce forum comme un piège n'a pas souhaité y prendre part. Un reportage à Kamboka, correspondant au Congo, avec les commentaires d'Ibrahima Djoumaba. Démarrage ce jeudi 1er septembre 2016 à Kinshasa du dialogue politique congolais. Sous la médiation de l'ancien Premier ministre togolais Ediem Kodjo, ce dialogue est ouvert à la Cité de l'Union africaine. 15 jours durant, les délégués de l'opposition, du pouvoir et de la société civile vont discuter des questions liées au processus électoral en République démocratique du Congo. On vient dans ce dialogue pour étudier les voies et moyens d'avoir un calendrier électoral réaliste. Et ensemble, nous allons mettre nos intelligences. Quand Nanga va nous parler, président de la CENI, nous allons lui montrer qu'il y a moyen d'écourter l'enrôlement. Les amis de la majorité pourront aussi opposer leurs arguments, mais nous trouverons un compromis. Donc nous sommes là pour trouver un compromis sur l'organisation de l'élection. Le rassemblement de l'opposition maintient son boycott à ses assises. Une vive tension a été constatée entre les sympathisants du rassemblement de l'opposition et ceux de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe qui conduit la délégation de l'opposition.
à ses assises. Pourquoi nous ne sommes pas là? Parce que là, en fait, c'est le congrès de M. Kabila. Ce n'est pas le dialogue comme étant souhaité par l'Assemblée de notre peuple. Ils confondent le congrès de M. Kabila, cautionné par M. Kodjo, et le dialogue entre Congolais. Loin de la cité de l'OUA, cadre choisi pour la tenue des travaux de ce grand rendez-vous politique, beaucoup de Congolais sont aussi préoccupés et formulent des vœux de voir la classe politique congolaise prendre conscience des enjeux de ces pourparlers. Le dialogue est bon pour tous les Congolais, mais si ce dialogue va nous amener le désordre et le chaos, c'est nous petits peuples qui allons plus souffrir. Les vœux que nous formulons est qu'ils se parlent en toute franchise et trouvent des solutions aux problèmes du pays. Le dialogue politique congolais est présenté comme l'ultime recours pour sauver le processus électoral et permettre l'organisation des élections apaisées. Outre le rassemblement de l'opposition qui réunit des plateformes dont la dynamique de l'opposition, le G7, l'Alternance pour la République et l'UDPS, le MLC de Jean-Pierre Bemba aussi ne participe pas à ces discussions. L'Afrique du Sud est parmi les pays enregistrant des records en matière de fréquence d'éboulements ou autres catastrophes. Depuis le début du siècle, l'industrie minière a déploré 13 désastres d'ampleur et chaque année, ce sont des dizaines d'ouvriers qui se retrouvent ensevelis sous les mines. Amira Benjabala Jean-Pierre, Mélina Bokassa. L'Afrique du Sud, pays au sous-sol extrêmement riche avec l'or, le charbon, le platine ou encore le diamant, possède les mines les plus profondes au monde qui constituent un véritable danger pour les mineurs. Début 2014, ce sont 8 mineurs d'une compagnie aurifère qui perdaient la vie après un tremblement de terre qui avait provoqué une explosion souterraine. En janvier 2016, 4 mineurs décèdent dans l'incendie souterraine d'une mine de platine près de Rustenburg. Pakiso Matsemala, mineur, en est un survivant. Je marchais seul sur le chemin du travail, je cherchais du matériel que nous avions laissé la veille et j'ai entendu une forte détonation. Au moment où je cherchais à comprendre d'où le son venait, j'ai immédiatement senti une vive douleur sur ma colonne vertébrale. C'était un rocher. Vous imaginez quand quelque chose de lourd tombe sur vous, vous criez à l'aide. C'est ce que j'ai fait. Mes collègues sont venus à mon secours et m'ont placé sur une civière. Avec la chute drastique des cours des matières premières qui affecte fortement les résultats des groupes miniers, les compagnies semblent privilégier la rentabilité à la sécurité. Pourtant, bien que les filets ne protègent pas des événements sismiques, leur installation devrait être systématique afin d'éviter la chute de pierres au moment du forage ou du dynamitage. Il y a encore cet élément où il y a un manque de volonté des employeurs. Notre appel persiste et j'y crois jusqu'à ce que les PDG puissent être enfermés quand il est constaté qu'il y a eu négligence. Dans le cas contraire, nous allons continuer d'enterrer des mineurs chaque année. S'ajoute au problème de sécurité dans les mines exploitées par les compagnies, ceux rencontrés dans les mines illégales. Il y en a actuellement 6 000 en Afrique du Sud. Il s'agit d'anciennes concessions qui ne sont plus rentables et qui ont été abandonnées. Après la France en 2015, le Maroc s'apprête à accueillir la conférence sur le climat. La COP22 est prévue en novembre à Marrakech et le Royaume a d'ores et déjà commencé à mobiliser l'Afrique en prévision de ce grand rendez-vous mondial. C'est un sujet préparé par la rédaction. Dans le cadre des préparatifs de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP22, qui se tiendra à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016, le Maroc a commencé à mobiliser les pays du continent. Ce mercredi 31 août, une réunion a été organisée à l'attention des ambassadeurs africains accrédités au Maroc. Objectif, présenter les enjeux de la COP22 pour l'Afrique. Les enjeux pour les pays africains, pour la COP22 prévue novembre 2016 à Marrakech au sud du Maroc, sont nombreux parce qu'il s'agit de participer à un effort mondial pour le changement climatique. Il s'agit également de protéger les ressources africaines puisque beaucoup d'experts estiment que s'il y a augmentation de la température, par exemple, de l'ordre de 2% d'ici 2050, l'Afrique pourrait connaître une baisse de son PIB qui peut atteindre jusqu'à 4,7%. Et donc il s'agit de coordonner les efforts, il s'agit également de parler d'une seule voix, puisque il est vrai que les difficultés pour certaines zones de l'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe,
sont parfois, il y a des différences donc, dans les difficultés liées aux ressources en eau, à l'agriculture, mais il s'agit de parler tout pavillon africain lors de la rencontre de Marrakech, d'essayer de défendre et d'avancer aussi les difficultés de l'Afrique. L'édition 2017 de la conférence sur le climat ambitionne de donner une plus grande visibilité à la problématique liée à l'accès à l'eau. La journée thématique dédiée à ce sujet durant la COP22 placera l'eau au cœur des discussions afin d'élaborer un nouveau modèle de développement et de gouvernance. Si celui-ci venait à être mis en place, il devrait permettre de dégager une meilleure valeur ajoutée de cette ressource naturelle sur le continent. L'Afrique, il y a beaucoup d'eau, notamment en Afrique du Nord. Il y a la nappe albienne, il y a la nappe phréatique. Tout au sud de l'Algérie, une partie du sud tunisien et libyen est riche en eau. C'est des eaux souterraines. Il faut protéger ces eaux parce qu'il ne s'agit pas aussi de dilapider ces richesses. Et il faut essayer aussi d'exploiter ces eaux et essayer d'aller dans une démarche africaine. Pourquoi pas une démarche interafricaine pour qu'il y ait un travail de concertation. Pour la deuxième fois, le royaume chérifien organise la conférence mondiale sur le climat après l'édition de 2001. Avec la COP17 en 2011 en Afrique du Sud, le continent en sera à sa 3e organisation. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.